Donc, c'est un cours très important. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour me poser des questions ou bien vous les poserez à la fin. Comme on n'a que 40 minutes, donc je vais faire donc 2 ou 3 fois. Donc, je vais me remettre en connexion après la coupure. Il y aura une coupure, comme vous le savez, automatique. Après, je vais me remettre en connexion, peut-être 1 ou 2 fois, jusqu'à la fin du cours. Si vous voulez me poser des questions à la fin du cours, il n'y a aucun problème. Alors, je me présente, je suis le professeur Nibouche. C'est bien dommage que les étudiants de Parnay ne viennent pas, donc pour des raisons évidentes d'épidémie du Covid-19. Mais il y aura donc un stage de 15 jours, donc je pense à partir du 23, je crois, août, donc après les vacances. Et à ce moment-là, donc, on fera des exercices pratiques, des cas cliniques et évidemment des présentations de malades. Parce que là, c'est très important d'avoir une connaissance pratique, une formation pratique adéquate. Alors, le cours que nous allons faire aujourd'hui est très important. C'est l'un des plus importants cours de cardiologie. Ce sont les endocardies donc infectieuses. Alors, je vous propose de suivre le plan suivant. Vous l'avez devant vous. Introduction, généralité, le mécanisme d'infection. Ensuite, on verra les lésions de l'endocardite infectieuse, la clinique, les complications de l'endocardite infectieuse, les examens complémentaires, l'évolution, le diagnostic positif et différentiel, le pronostic et enfin le traitement de l'endocardite infectieuse. Alors, comme introduction et comme définition, qu'allons-nous donc dire? Alors, ce qui est très important, c'est que c'est une maladie grave. Ça, il faut le savoir. C'est une maladie grave parce qu'il y a un microbe. Vous savez que les infections, quand on a une infection, c'est toujours sérieux. Et là, c'est encore beaucoup plus sérieux parce qu'il s'agit du cœur. Une infection du cœur, bien entendu, c'est sérieux, c'est grave. Deuxième chose, c'est que la gravité est liée à plusieurs éléments. D'abord, le microbe, le germe. Qu'est-ce que c'est que comme germe? Est-ce que c'est un germe extrêmement virulent comme le staphylocoque? Ou est-ce qu'un germe, les germes sont toujours méchants, évidemment, mais est-ce que c'est un germe moins virulent et qu'on pourra évidemment traiter avec succès? Le deuxième problème, c'est l'état cardiaque préexistant. Comment est le cœur avant? C'est important. Est-ce que c'est un cœur abîmé avant? Est-ce qu'il a été malade, ce cœur? Est-ce qu'il est fatigué? Et lorsque il y a un microbe donc, qui vient se surajouter et infecter évidemment le cœur, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, le cœur étant déjà fatigué, le microbe vient l'infecter, ben, c'est pas bon. Ça va encore, évidemment, alourdir le pronostic. Le troisième élément, c'est que quelquefois le germe est tellement virulent qu'il va donner des complications en quelques heures et va déstabiliser le malade, et ça, c'est pas bon. Donc, déjà, le pronostic est lié à l'état du malade préexistant, son cœur, est lié à la nature du microbe et lié à la virulence du microbe. Et enfin, il est lié à l'état général du patient. Si un patient qui a une insuffisance rénale déjà ou qui a des comorbidités, ben, le pronostic sera pas. Voilà donc ce que je voulais vous dire très simplement en introduction. Maintenant, je peux vous donner la définition de l'endocardite. Alors, c'est une infection, bien sûr, de l'endocarde. L'endocarde étant la couche interne du cœur, vous savez qu'il y a l'endocarde, le myocarde et le péricarde, c'est la couche interne du cœur. Et l'infection de l'endocarde va donner une endocardite, une inflammation de l'endocarde, mais d'origine infectieuse. Et là, secondaire à quoi? Secondaire à un germe, qui est le plus souvent une bactérie, et le tout va donner un état septicémique grave. Alors, je répète la définition.
Si je l'inverse, on aura ceci. C'est un état septicémique grave, secondaire à l'infection de l'endocarde, qui donne une endocardite, secondaire à l'infection par un germe, le plus souvent une bactérie. Le plus souvent une bactérie. Il est certain que les endocardites, la prise en charge des endocardites infectieuses est très difficile. Elle est très difficile parce que nécessite évidemment une connaissance de la maladie, elle nécessite évidemment des moyens thérapeutiques, médicaux, donc compétences cardiologiques, mais aussi des compétences chirurgicales, de chirurgie cardiaque. Car quelquefois, on sera amené à intervenir rapidement parce que le malade donc, est dans un état qui nécessite une intervention chirurgicale à cœur ouvert dans les plus brefs délais. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une collaboration étroite entre le cardiologue et le chirurgien cardiaque qui doit donc absolument exister pour une prise en charge adéquate du malade. Donc, voici ce qu'on a dit en introduction. Maintenant, le mécanisme de l'infection. La question que vous allez me poser, mes chers étudiants, c'est de me dire, oui, mais écoutez, moi, vous nous dites infection de l'endocarde, mais comment le microbe va arriver à l'endocarde? Est-ce qu'il prend un chemin précis ou pas? Et quel chemin va-t-il prendre? Comment un microbe va arriver à l'endocarde? L'endocarde est loin quand même. Et comment ce microbe… Excuse-moi, docteur. Oui. Docteur, il y en a des personnes qui n'ont pas remis leur nom parce que leur micro ne marche pas. Je peux… Écoutez, il ne fallait pas m'interrompre. Laissez à la fin, je vais refaire l'appel. D'accord. Je m'excuse, docteur. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mécanisme de l'infection. Alors, le microbe va entrer par ce qu'on appelle une porte d'entrée. La porte d'entrée. À la maison, vous entrez dans votre maison par une porte. Vous l'appelez porte d'entrée. C'est une porte. Vous l'ouvrez et vous entrez. La porte est ouverte. Donc, le microbe va entrer par une porte ouverte. Alors, quelles sont ces portes? D'abord, vous avez devant vous donc la diapositive, la carie dentaire. Alors, la carie dentaire, c'est dans les pays sous-développés, c'est la porte d'entrée la plus fréquente. Et le germe qui correspond à la carie dentaire, c'est quoi? Ben, c'est le streptocoque alpha-hémolytique. Alors, il ne faut pas confondre le streptocoque alpha-hémolytique avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A12 de l'ancienne. C'est la classification de l'ancienne. Vous devez aller réviser un petit peu la bactério pour voir la classification de l'ancienne et voir la classification de tous les streptocoques. Il y a une différence entre le streptocoque alpha-hémolytique qui est le streptocoque de l'endocardite infectieuse et le streptocoque bêta-hémolytique qui est le microbe, le streptocoque de l'angine streptococcique, de l'amygdalite streptococcique, qui secondairement, évidemment, par la production d'anticorps, va donner ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie immunologique qui n'est pas infectieuse, mais elle est secondaire à une infection. C'est comme le Covid-19, c'est une maladie infectieuse, virale, et qui va donner un processus immunologique sévère qui va entraîner le décès du patient. Donc, il y a une similitude entre le rhumatisme articulaire aigu qui va détruire le corps et le Covid-19 qui est encore beaucoup plus grave et qui, par sa réaction immunologique, cet orage cytokinique qui va donner une inflammation est très importante et vous connaissez les conséquences de l'inflammation dans le Covid-19. En deuxième position, nous avons la porte d'entrée urogénitale.
elle correspond évidemment à toutes ces affections urologiques, toutes ces affections génitales. Et là, nous avons des grammes négatifs. Nous avons le biocyanique, nous avons le streptocoque D, alors le streptocoque D, et nous avons l'entérocoque. Là, donc, ce sont des germes extrêmement virulents. Vous voyez, donc, un streptocoque D est virulent, l'entérocoque est virulent, le biocyanique est virulent, gramme négatif aussi. Et là, donc, cette porte d'entrée est sévère. La porte d'entrée cutanée. Alors, vous savez très bien quel est le germe donc, qui aime la peau. Ben, le germe qui aime la peau, c'est le staphylocoque doré, vous le savez. Et donc, quand vous vous blessez, ben, vous aurez une infection à staphylocoque. Et si vous ne la traitez pas, eh ben, ça va être une porte d'entrée. Une porte d'entrée de quoi? Eh ben, l'endocrinite, une porte d'entrée de tout. Le germe va entrer dans l'organisme. Il faut qu'il entre par quelque chose. Et puis, la porte d'entrée veineuse. La porte d'entrée veineuse, on va avoir deux types. Elle peut être hospitalière. Alors, ce sont les germes hospitaliers. C'est important quand même à connaître. On sait très bien que les germes hospitaliers vont donner l'infection nosocomiale. C'est une infection qui survient à l'hôpital. Et c'est une infection qui donc survient sur une porte d'entrée veineuse. Elle est infection nosocomiale. Elle est grave parce que ce sont des germes hospitaliers. Ce sont des germes résistants et qui peuvent évidemment engendrer des manifestations graves de l'endocardite infectieuse. Il y a la porte d'entrée extra-hospitalière. Alors, cette porte d'entrée extra-hospitalière, elle survient en dehors de l'hôpital, et qui peut faire introduire des microbes dans la veine en dehors de l'hôpital. Qui peut? Ben, ce sont les toxicomanes. Ceux qui se piquent en dehors de l'hôpital, ben, ce sont les toxicomanes avec, donc, évidemment, sans précaution d'asepsie. Et là, vous aurez donc une porte d'entrée directe. La porte d'entrée veineuse est directe. Hein. Alors, donc, première série de portes d'entrée. Là où peut entrer le microbe, il peut entrer par une carie dentaire. Et c'est bête qu'on ait une endocardite par carie dentaire, c'est vraiment bête. Et pourtant, c'est très fréquent. En Algérie, c'est très fréquent. Donc, parce que les soins dentaires ne se font pas, soit par donc, une porte d'entrée urogénitale, cutanée ou veineuse. Alors, les autres portes d'entrée, vous avez la porte d'entrée instrumentale. C'est quoi? Instrumental, c'est un instrument. Un instrument que vous allez pénétrer dans l'organisme. Comment allons-nous pénétrer un instrument dans l'organisme? Par une écho transœsophagienne, par une fibroscopie, par une endoscopie, par une biopsie d'organes. Vous faites une biopsie d'organes, biopsie hépatique, biopsie de la prostate ou autre, gastrique. Ben, vous faites une biopsie et là, vous créez une infection parce que votre matériel n'est pas stérile. On peut aussi imaginer un cathétérisme cardiaque qui peut faire introduire des microbes par voie instrumentale, un sondage vésical. Et puis, vous avez les germes du groupe A sec, on va les voir. Les germes du groupe A sec, c'est donc un groupe de germes particuliers. Nous allons les voir, hein. C'est la prochaine diapo. Donc on va voir ça tout de suite après cette diapositive. Il y a les bactéries intracellulaires. Les bactéries intracellulaires, comme Coxiella burnetii, Bartonella, Chlamydia, Trophérima, Whipple, c'est l'agent de la maladie de Whipple. Et vous savez que c'est spécialiste de ça, donc étant le professeur
marseillais que vous connaissez, qui a donc préconisé de traiter le Covid-19 par l'hydroxychloroquine, qui est Raoul. Et vous voyez, c'est lui qui est spécialiste des bactéries intracellulaires et qui a découvert évidemment l'agent de la maladie de Whipple. Donc, ces microbes peuvent donner d'endocardite infectieuse sévère. Des qui ne sont pas très fréquentes, mais quand même, il faut y penser, et ce sont des endocardites vraiment sévères. Et puis, mes chers étudiants, je vous ai rajouté, tout en bas de la diapositive, vous voyez, petite phrase, toute infection d'un organe. Alors, c'est moi qui ai rajouté ça, c'est important, parce que dans mon expérience, dans le service, depuis des dizaines d'années, donc, nous avons vu des endocardites infectieuses secondaires à des infections intercurrentes. Une grippe, par exemple, qui se complique de surinfection bronchique, peut se compliquer d'endocardite infectieuse. Donc, dès qu'il y a un microbe à l'intérieur de l'organisme, ça constituera une porte d'entrée, évidemment. Alors, voici les microbes du groupe ASEC. Le groupe ASEC comprend des micro-organismes à croissance lente. Et là, ce sont des grammes négatifs qui sont principalement responsables d'endocardite infectieuse. Alors, le H veut dire hémophilus. Hémophilus, le para-influenzé, l'afrophilus, le para-frophilus, qui peuvent entraîner des infections respiratoires, au moins couramment une endocardite. Alors, vous avez donc l'agrégatibactère, c'est le A de ASEC. Avant, on disait que c'est lactinobacillus. Et vous avez le C de ASEC, c'est Cardiobacterium hominis. Et le E de ASEC, c'est Aikenella corrodens. C'est un microbe de l'actinomycose que vous connaissez en principe. Et on trouve ça dans des plaies de morsures humaines ou certaines endocardites des toxicomanes. Et le K, c'est Kingella Kinge. Voilà donc ces microbes du groupe ASEC. Là, à l'examen, vous les apprenez par cœur parce que quelquefois vous pouvez avoir des surprises d'avoir une question sur le groupe ASEC en vous disant, par exemple, définition du groupe ASEC ou bien citer un microbe du groupe ASEC. Là, il faut dire aussi que ce sont des petites infections pharyngées qui sont pas très virulents, en fait. Ils ne sont pas très virulents, mais il faut s'en méfier. Donc là, je vais passer ça à cette diapositive. Alors, la porte d'entrée, donc nous avons vu exactement ce qu'est la porte d'entrée. On a terminé la porte d'entrée. Alors, le microbe se trouve maintenant au niveau du sang. Alors, le microbe se trouve au niveau du sang. Il crée ce qu'on appelle une petite bactériémie. Une petite bactériémie. Et il va aller au niveau de l'endocarde. Alors, en allant vers l'endocarde, il va créer ce qu'on appelle un infiltrat lympho-histioplasmocytaire. C'est important, infiltrat lympho-histioplasmocytaire. Alors, cet infiltrat lympho-histioplasmocytaire, qui est la première lésion de l'endocardite infectieuse, va être d'abord responsable d'une lésion typique de l'endocardite infectieuse, presque
Il nous reste 10 minutes, donc on reprendra juste après. Presque pathognomique. Je dis bien presque pathognomique parce qu'elle n'est pas donc pathognomique. Alors, c'est une masse mobile, hyperéchogène, finement vibratile, attenante aux valves et de taille variable. Je vous ai donné une très bonne définition. Vous la prenez, s'il vous plaît. C'est une masse mobile, hyperéchogène, faiblement vibratile, attenante aux valves et de taille variable. Je rappelle l'ensemble des étudiants que vous avez un document pédagogique qui est un polycopié que j'ai fait moi-même sur l'endocardite infectieuse ou les endocardites infectieuses. Il faut donc le télécharger de l'Internet. Il est sur l'Internet. Le télécharger, vous avez cours officiel. Ce qui est officiel comme cours, ce sont les cours officiels. Les autres cours ne sont pas officiels. Quand vous voyez que le cours n'est pas officiel, il ne faut pas le prendre en considération parce qu'il y a des choses fausses. Donc là, c'est le comité pédagogique qui a fait ces polycopiés et nous les avons vérifiés. Et il faut donc absolument utiliser que les cours officiels. Alors cette végétation, c'est un amas, donc lymphohistoplasmocytaire avec des plaquettes qui s'agglutinent, de la fibrine qui s'agglutine, d'autres cellules qui viennent s'agglutiner, et ça va donner un magma comme un chewing-gum. Un magma qui est collé à la valve, et ça donne donc un aspect donc d'une néoformation. Alors, vous voyez ici sur ce schéma, cette photo, on voit très très bien, schématisé bien sûr, les végétations sur la face auriculaire de cette valve mitrale, qui est la petite valve mitrale. On voit très très bien ici la valve postérieure, et on voit donc très très bien ces végétations sur la face auriculaire. Donc c'est très important. Voici encore sur cette valve, nous voyons des végétations là sur l'anneau de la valve, sur l'étoffe valvulaire. La grande valve mitrale est ici, la petite valve mitrale ici. Et vous voyez une rupture de cordage. On va voir ça tout à l'heure. Voici maintenant l'image réelle de la végétation. Vous voyez, c'est comme du chewing-gum. Vous voyez ça? Alors là, ça colle au niveau de la valve. Là, bon, c'est la valve mitrale. Et vous voyez donc très bien la petite valve mitrale ici, la grande valve mitrale, plein de végétation. C'est une valve infectée. On va voir donc le reste donc, des lésions. Et puis, le risque de cette néoformation, c'est bien entendu l'embolisation. La végétation pourra évidemment s'emboliser. Alors, nous avons eu donc la première lésion. La deuxième lésion, c'est la perforation. La deuxième lésion, c'est la perforation. Donc, c'est un trou. Un trou dans la valve. Et voilà le trou. Regardez bien. Voilà. Sur cette valve, on voit très très bien ce trou. Donc, c'est grave d'avoir un trou. Une valve qui est trouée, c'est une valve donc, qui ne va pas fonctionner normalement, qui va fuir. Il y aura donc des fuites valvulaires importantes. Ça va donner des insuffisances valvulaires, mitrales, aortiques. Et voyons donc très bien ces perforations, plein de végétation et puis une perforation au milieu. Et donc, ce sont des lésions, vous voyez, de destruction. L'endocardite infectieuse donne des lésions de destruction. Un troisième type de lésion de destruction, l'ulcération. C'est des ulcérations des bords. Vous voyez ici une valve aortique avec ses trois cuspes normales. Ce sont trois cuspes normales. Vous voyez les trois cuspes normales. Regardez bien ce qui se passe ici. À l'intervention chirurgicale, on voit que ces valves sont bouffées. C'est comme un rat qui bouffe du fromage. Regardez, c'est complètement bouffé. Il n'y a plus rien. Cette valve n'existe plus là. Il y a un petit bout de valve là. C'est celui-là.
petit bout de valve qui reste, mais avec trop de végétation, ça va partir. La valve sigmoïde ici est bouffée, celle-là, elle est complètement bouffée, et la valve n'existe pratiquement plus. Là c'est un trou, c'est fini, il n'y a plus de valve. Et quand il n'y a plus de valve, évidemment, que ça va donner des perturbations graves, ça va donner de l'insuffisance cardiaque, et quelquefois, c'est des insuffisances cardiaques aiguës, et le taux de mortalité va dépendre de la vitesse de destruction. Quand vous avez, en quelques heures, la valve est bouffée complètement, vous voyez bien, et vous imaginez très bien le tableau que cela pourra créer. Quatrième lésion, je pense, c'est ça, la rupture de cordage. C'est important. Regardez, donc ici, des cordages complètement rompus. Vous voyez, c'est des cordages malades, voilà la rupture. Voilà, là c'est des cordages qui tiennent encore, ça tient. Le cordage, c'est comme le parachute, ça tient la valve pour qu'elle ne s'éverse pas, pour qu'elle ne revienne pas en arrière. Et vous voyez ici aussi ces ruptures de cordage, et voilà. La rupture de cordage va donner, évidemment, des insuffisances graves. Voilà une rupture de cordage, vous voyez. Alors, quand il y a rupture de cordage, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce sang rouge-là, tout le monde, j'espère, le voit. Bon, le sang va refluer dans l'oreillette. Et regardez donc cette valve, qui est la grande valve mitrale, qui va revenir en arrière, et un prolapsus. Et puis, il y a une insuffisance mitrale importante. Et si on arrive à une rupture totale des cordages, eh bien, toute cette valve va revenir en arrière et donner une insuffisance mitrale. Alors, bientôt, on va avoir une petite pause, une petite pause de 5 minutes, maximum 7 minutes. Donc, vous restez en contact avec moi pour que je puisse continuer le cours. Peut-être qu'il va y avoir 2 pauses ou 3, ça dépend donc de l'évolution du cours. Alors, l'anévrisme mycotique. Ce n'est pas l'anévrisme mycosique, c'est mycotique. Ça n'a rien à voir avec les mycoses. Alors, regardez bien l'anévrisme mycotique, oscadaire, qu'est-ce que ça donne? Regardez cet anévrisme, ça c'est au niveau de l'aorte. Vous avez la crosse de l'aorte, ici. Vous avez donc ici le tronc brachocéphalique qui se dégage, et la carotide primitive, ici. Alors, l'anévrisme mycotique peut se voir au niveau de l'IRM cérébral, et le danger de l'anévrisme mycotique, évidemment, c'est la rupture. Et lorsque l'anévrisme mycotique se rompt, ça peut donner une hémorragie cérébrale grave. Vous connaissez la gravité des hémorragies cérébrales, donc qui peuvent emporter le malade. Donc, c'est une des complications dramatiques de l'endocardite infectieuse, d'où il ne faut pas donner d'anticoagulants à un sujet qui a une endocardite infectieuse, sauf si on est vraiment obligé de le donner, comme dans les cas, par exemple, de valve mécanique. Alors, une petite précision pour les anévrismes mycotiques. Les anévrismes mycotiques ont été décrits pour la première fois par Osler, d'où le nom de maladie oslérienne. L'endocardite infectieuse s'appelle aussi maladie oslérienne. Alors, ça a été décrit en 1885 pour désigner les dilatations artérielles observées dans les suites d'une endocardite infectieuse. Alors, c'est une complication classique reflétant une invasion de la paroi artérielle par des germes. Ce sont des germes qui vont se fixer sur la paroi artérielle, qui provient donc du site infectieux donc de l'endocarde, parce que lorsqu'il y a une infection de l'endocarde, il y a une septicémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que pourquoi y a-t-il une infection du sang? Parce que le sang est en contact direct avec l'endocarde, et si le sang est en contact avec l'endocarde, il est en contact avec le site infectieux. Alors, tous les territoires artériels peuvent être touchés, artère cérébrale, l'aorte, artère digestive, artère périphérique, donc toutes les artères peuvent être touchées. Voici donc un petit mot sur l'anévrisme mycotique. On va s'arrêter là parce que bon, ça va se terminer. Là, je pense que nous avons moins d'une minute, donc je préfère m'arrêter là pour reprendre dans 5 à 7 minutes à partir de maintenant. Restez en contact. Nous allons donc continuer. On va voir les autres lésions